J'ai cédé la maison de mes parents en signant, pendant qu'ils me souriaient de l'autre côté de la salle d'audience. Le stylo m'a paru plus lourd qu'il n'aurait dû. La main de mon avocat a eu un mouvement brusque à côté de moi, comme s'il allait m'attraper le poignet pour m'arrêter. De l'autre côté de l'allée, ma mère se tenait bien droite, les lèvres pincées dans une expression proche de la satisfaction. Mon père ne m'a pas regardé du tout. Il fixait le vide devant lui, la mâchoire serrée, comme si ce moment lui était dû depuis des années. Le juge m'a demandé si je comprenais ce que je faisais. Oui, ai-je répondu. C'est à ce moment-là que tout le monde a cru que l'histoire se terminait. Il ne savait pas qu'elle ne faisait que commencer. La lettre recommandée est arrivée un mardi, glissée entre un prospectus de supermarché et un bulletin paroissial. Je m'en souviens parce que les mardis étaient fatos les jours où je faisais du bénévolat à la bibliothèque municipale, à ranger les retours et à discuter avec des retraités qui aiment encore l'odeur des vieux livres. J'ai ouvert l'enveloppe à la table de ma cuisine, mon café refroidissant à côté de moi. Les mots n'ont pas eu de sens au début. Le jargon juridique a le don de paraître distant, presque poli, même quand il vous éventre. Puis je l'ai relu, encore et encore. Mes parents me poursuivaient en justice. Ils voulaient la maison, le terrain derrière, les hectares que mon grand-père avait défrichés de ses propres mains après son retour de la guerre. Ils prétendaient que le transfert à mon nom avait été un malentendu. Ils disaient que j'avais profité d'eux. Je suis restée assise là un long moment à fixer la page, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais abasourdie d'une manière calme et creuse, comme si l'on avait aspiré tout l'air de la pièce. Cette maison n'était pas qu'une simple propriété. C'est là que j'ai appris à faire du vélo. Là que ma mère m'a appris à faire du pain. Là que mon père a construit une balancelle pour le porche avec des chutes de bois et l'a suspendue lui-même. C'est aussi là que je suis revenue des années plus tard quand ils ont commencé à avoir des difficultés. Quand l'arthrite de ma mère s'est aggravée, quand mon père a arrêté de conduire la nuit, quand les factures se sont accumulées et que les réparations n'ont pas été faites, je me suis rapprochée. J'ai payé les impôts, je me suis occupée des formalités administratives. Finalement, sur leur insistance, nous avons mis la maison à mon nom. Pour que les choses soient plus simples, avait dit mon père, pour que personne ne puisse nous la prendre, ma grande. Maintenant, ils essayaient de me la prendre. J'ai appelé le numéro sur la lettre. C'est comme ça que j'ai rencontré mon avocat. Son bureau sentait légèrement le produit nettoyant au citron et la vieille moquette. Il avait quelques années de moins que moi. Sérieux, le regard vif. Il a lu les documents, fronçant les sourcils de plus en plus à chaque page. C'est faible, a-t-il finalement dit. Vous avez tout fait dans les règles. Acte de propriété, registre notarié. Ils n'ont pas grand-chose pour s'appuyer. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Mais le fait que ce soit vos parents change la donne, a-t-il ajouté. Ces affaires ne sont jamais purement juridiques. Il avait raison. Je le sentais déjà. La première audience était procédurale. Pas de témoignages, juste des dates et des requêtes. Comme mes parents ne m'ont pas regardé ce jour-là non plus, ça a fait plus mal que le procès lui-même. C'était comme si j'avais déjà été effacée. La nuit, je restais éveillée à me demander comment nous en étions arrivés là. Je repassais en boucle des conversations d'il y a des années, cherchant le moment où tout avait mal tourné. Je me souvenais de ma mère me serrant la main quand nous avons signé les papiers. « Tu es une bonne fille », avait-elle dit. « Nous te faisons confiance. » La confiance, il s'avère, est fragile quand la fierté s'en mêle. À mesure que l'affaire avançait, mon avocat devenait plus insistant. Il m'appelait chez moi, parfois tard, faisant les 100 pas dans son bureau pendant qu'il parlait. « Vous devez vous battre », disait-il. « Si vous cédez maintenant, vous perdez tout, pas seulement la maison. » La vérité. J'écoutais, je comprenais. Et pourtant, quelque chose en moi résistait. Je n'avais pas peur de perdre la maison. J'avais peur de ce que la victoire me coûterait. Les dépositions étaient pires que le tribunal. Être assise en face de mes parents dans une petite pièce, répondant à des questions sous serment, ressemblait à un dîner de famille complètement inversé.
Chaque souvenir était contesté, chaque acte de gentillesse recadré comme une manipulation. Quand mon père m'a décrite comme dominatrice, j'ai senti quelque chose se briser définitivement. Après cela, j'ai arrêté d'essayer de me défendre dans mon propre esprit. Au lieu de cela, j'ai commencé à voir la situation différemment. J'ai passé en revue chaque document, chaque clause, chaque obligation liée à cette propriété. Des années de responsabilité que j'avais tranquillement portées seule, les impôts, l'entretien, les accords que mon grand-père avait mis en place pour protéger la terre contre le morcellement ou la vente à bas prix. Des détails que personne d'autre n'avait pris la peine d'apprendre. La nuit avant l'audience finale, mon avocat était assis en face de moi, épuisé. « Je vous en supplie, m'a-t-il dit. Laissez-moi faire mon travail. Nous allons gagner. » J'ai secoué la tête. « Laissez-leur tout, ai-je dit. » Il m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. La salle d'audience le lendemain matin était plus petite que ce que les gens imaginent. Pas de drame, pas de cris, juste des bancs en bois poli par des décennies de conflits silencieux. Le juge était patient, méthodique. L'avocat de mes parents parlait avec assurance. Mon avocat parlait prudemment, presque à contre-cœur. Quand les papiers ont été placés devant moi, ma main n'a pas tremblé. J'ai signé et, de l'autre côté de la pièce, mes parents ont souri. La maison ne s'était pas retrouvée à mon nom par accident. C'était la partie dont personne ne voulait parler, surtout pas mes parents. Pour eux, l'histoire a commencé le jour où ils ont décidé de la récupérer. Pour moi, elle a commencé des années plus tôt, bien avant que les avocats et les salles d'audience n'entrent dans nos vies. Après avoir signé les papiers ce jour-là, les souvenirs ont afflué. Pas ceux empreints de colère, les souvenirs ordinaires, ceux auxquels on ne pense pas jusqu'à ce que quelqu'un vous dise qu'ils n'ont jamais compté. Quand mon mari est décédé, je suis retournée dans ma ville natale. Pas dans la maison de mes parents au début, mais assez près pour prendre de leurs nouvelles régulièrement. Les mains de ma mère avaient commencé à la trahir. Mon père, toujours aussi fier, cachait ses oublis derrière des blagues et de l'irritation. De petites choses ont commencé à lui échapper, puis de plus grandes. Un avis d'imposition oublié, un toit qui fuyait laissé sans réparation, des factures médicales fourrées dans des tiroirs. J'ai aidé, parce que c'est ce que font les filles. Surtout les filles élevées dans l'idée que la famille passe avant la fierté. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas tenu les comptes. Je suis simplement intervenue. Au début, ce n'était que des trajets pour des rendez-vous et de l'aide avec la paperasse. Puis, c'est devenu de l'argent. Pas exactement des prêts. Plutôt une couverture silencieuse. J'ai payé les impôts fonciers une année où mon père a insisté sur le fait qu'il s'en occuperait. Je les ai payés à nouveau l'année suivante quand il ne l'a pas fait. Quand la chaudière est tombée en panne en janvier, j'ai payé le remplacement. Quand les médicaments de ma mère ont changé et que l'assurance a tardé, j'ai couvert ça aussi. À chaque fois, je me disais que c'était temporaire. Finalement, mon père a suggéré de simplifier les choses. Ses propres mots. Il a dit qu'il était logique que la maison soit à mon nom, puisque j'étais celle qui s'occupait de tout. Il s'inquiétait des privilèges fonciers, de la possibilité que quelqu'un profite d'eux, de ce qui se passerait si l'un d'eux finissait en soins de longue durée. Ma mère était d'accord. Elle semblait même soulagée. Nous sommes allés voir un avocat local. Rien d'extravagant. Un petit bureau au-dessus d'une quincaillerie. Tout a été expliqué soigneusement. Les actes de propriété, les transferts, les responsabilités. Mes parents ont posé des questions. Ils ont signé de plein gré. L'avocat leur a demandé 2 fois s'ils étaient sûrs. Ils l'étaient. Après ça, rien n'a changé dans notre façon de vivre. Ils sont restés dans la maison. Je ne leur ai jamais fait payer de loyer. Je ne les ai jamais menacés de mon droit de propriété. J'ai continué à payer ce qui devait l'être. Quand les voisins demandaient, je disais que c'était toujours chez eux, car sur le plan émotionnel, ça l'était vraiment. C'est ce qui a rendu le procès si irréel. Dans leur dossier, mes parents prétendaient qu'ils n'avaient pas compris ce qu'ils signaient, qu'ils pensaient que c'était temporaire, que j'avais fait pression sur eux. Lire ces mots donnait l'impression de regarder quelqu'un réécrire sa propre vie avec une encre qu'on ne pouvait pas effacer.
Mon avocat a passé en revue chaque accusation patiemment. Ils n'ont pas de preuves, a-t-il dit. Vous? Oui. C'est un dossier solide. Il voulait frapper fort, faire déposer les voisins, assigner les relevés bancaires, dépeindre un tableau de leur négligence et de ma responsabilité. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Pourquoi? A-t-il demandé, sincèrement confus. Il vous accuse que de méfaits. Je sais, ai-je dit, mais je ne veux pas les détruire. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que ce n'était pas une affaire normale. Alors que les mois s'étiraient, j'ai remarqué autre chose. Mes parents n'étaient pas préparés à être propriétaires comme ils le pensaient. Lors de la médiation, quand on a mentionné les obligations, les impôts, l'assurance, l'entretien, ils ont paru surpris. Mon père a balayé ça de la main. On se débrouillera, a-t-il dit, bien qu'il ne se soit pas débrouillé depuis des années. Ils étaient concentrés sur la victoire, pas sur ce qui venait après. Mes amis essayaient de me rassurer. Ils retrouveront la raison. L'une d'elles a dit « C'est juste une question de contrôle ». Une autre a suggéré « Fais une demande reconventionnelle, fais-leur payer ». Mais je ne voulais pas me venger. Pas de la façon dont les gens l'entendent généralement. Je voulais que la vérité s'impose d'elle-même sans que j'aie à la crier. Il y a une sorte d'épuisement qui vient du fait d'être incompris par les gens qui vous ont élevé. Ça s'infiltre dans vos os. Je le ressentais à chaque fois que je passais devant le vieux chêne à la limite de la propriété, celui que mon grand-père avait planté. Il avait l'habitude de dire « La terre se souvient de qui prend soin d'elle ». C'est resté gravé en moi. Lors d'une révision tardive des documents, j'ai remarqué quelque chose que mes parents avaient clairement négligé. Une série d'accords attachés à la terre. D'anciens accords, liés aux efforts de conservation et à l'entretien à long terme. Ce n'étaient pas exactement des fardeaux, mais c'étaient des responsabilités légales, continues, inévitables. J'ai réalisé alors qu'il ne s'agissait pas de tromper qui que ce soit. Il s'agissait de laisser la réalité remonter à la surface. Mon avocat a remarqué mon changement d'attitude. « À quoi pensez-vous » a-t-il demandé. « Je pense, ai-je dit lentement, que la propriété n'est pas seulement un prix, c'est un travail. » Il a hoché la tête, incertain. Plus nous approchions du procès, plus il devenait déterminé. Il répétait ses arguments, préparait ses pièces à conviction. Il voulait me protéger. Et pourtant, ma propre décision devenait plus claire. Je n'abandonnais pas. Je faisais un pas de côté. L'audience finale approchait. Mes parents ont pris de l'assurance. Ils m'ont parlé une fois dans le couloir par l'intermédiaire de leur avocat. La voix de ma mère était froide. « Cela n'avait pas besoin d'être aussi laid », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. La veille du tribunal, je me suis assise seule dans mon salon, les documents étalés sur la table. J'ai pensé à tout ce que cette maison m'avait coûté et à tout ce qu'elle m'avait donné. Je me sentais triste, mais je me sentais aussi sereine. Quand le matin est arrivé, j'étais prête. Au moment où la partie 3 a commencé, l'affaire ne ressemblait plus à quelque chose qui m'arrivait. C'était comme quelque chose vers quoi je marchais, pas à pas, les yeux grands ouverts. Le rythme judiciaire s'est installé. Requête déposée, réponse renvoyée, date fixée et repoussée. Mon avocat me tenait informé, veillant à ne pas me submerger, mais son inquiétude se lisait dans sa façon de parler. Il faisait bien son travail. Je pouvais le voir, et je pouvais voir à quel point il croyait profondément en l'idée de gagner. Pour lui, gagner signifiait protéger mes droits, ma réputation, mon avenir. Pour moi, gagner avait commencé à signifier tout autre chose. Le jour où il a finalement prononcé les mots qui allaient résonner dans ma tête pendant des semaines, nous étions assis face à face dans son bureau. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, zébrant la table entre nous. « Vous devez vous battre », a-t-il dit, non pas d'un ton sec, non pas avec colère, presque doucement. « Si vous ne le faites pas, le tribunal supposera que vous êtes d'accord avec leur version des faits. » J'ai regardé les diplômes encadrés sur son mur. Ses parents avaient probablement été fiers quand ils les avaient obtenus. Les miens étaient fiers de moi, autrefois. « Je comprends, ai-je dit. » Il s'est penché en avant. « Non,
Je ne crois pas. Il ne s'agit pas de fierté. Il s'agit de précédent. Si vous vous écrasez, ils repartiront en croyant qu'ils ont été lésés. Ils raconteront cette histoire pour toujours. Cette partie me dérangeait, non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était déjà vrai. Ils avaient déjà décidé de qui j'étais dans leur histoire. La déposition suivante l'a confirmé. Ma mère a parlé calmement, presque sereinement, en me décrivant comme distante, manipulatrice, trop intrusive. Mon père a présenté ses oublis comme une confiance mal placée. En écoutant la transcription plus tard, je reconnaissais à peine la femme qu'il décrivait. À un moment donné, mon avocat a mis l'enregistrement en pause. Vous entendez ça? A-t-il demandé. C'est de la diffamation. Nous pouvons contrer ça. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'était apaisé. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être comprise d'eux. De bonnes notes, des choix fiables, être présente quand ils avaient un besoin de moi. Rien de tout cela ne m'avait protégée de ce moment. Me battre plus fort n'allait pas arranger ça. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point ils avaient l'air fatigués en personne. Pas en colère, pas justiciers, juste usés. Le genre de lassitude qui vient du fait de s'accrocher trop fort à quelque chose pendant trop longtemps. Lors d'une séance de médiation, quand le médiateur a suggéré un compromis, mes parents ont refusé catégoriquement. Nous voulons ce qui est à nous, a dit mon père. Le mot à nous est resté suspendu dans l'air. Personne n'a demandé ce que ça leur coûterait. Après cette réunion, mon avocat m'a raccompagné à ma voiture. Ils ne s'arrêteront pas, a-t-il dit. Ils veulent gagner. Une victoire totale. J'ai posé ma main sur la poignée de la portière. Vous aussi, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, surpris, puis il a soupiré. Je veux que vous soyez protégés, a-t-il corrigé. Ce soir-là, j'ai passé en revue les documents de propriété à nouveau, lentement, soigneusement. Non pas comme une accusée préparant sa défense, mais comme une intendante passant en revue ses responsabilités. J'ai vu des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Des obligations qui seraient transférées avec la propriété, que mes parents les comprennent ou non. Des réalités juridiques qui n'avaient que faire des dynamiques familiales. Pour la première fois, j'ai vu une voie à suivre qui n'impliquait pas de confrontation. L'idée n'est pas venue avec un soulagement. Elle est venue avec un calme étrange, le genre qui arrive quand on arrête de se disputer avec soi-même. Lors de notre réunion suivante, mon avocat a remarqué immédiatement que quelque chose avait changé. « Vous êtes silencieuse », a-t-il dit. « J'ai pris une décision », ai-je répondu. Il s'est redressé. « Bien, parlons stratégie. Je ne vais pas me battre contre eux comme vous le voulez. » Son expression s'est tendue. « Alors comment ? » « Je vais laisser la vérité faire le travail, » ai-je dit, sans que je la pousse. Il a secoué la tête. « Ce n'est pas comme ça que fonctionne un tribunal. » « Peut-être pas, » ai-je dit, « mais c'est comme ça que fonctionnent les conséquences. » Nous avons débattu pendant près d'1 heure. Il m'a mise en garde contre les risques, contre les regrets, contre les dossiers publics. Il n'avait pas tort. Tout ce qu'il disait était sensé, et pourtant, je n'ai pas vacillé. Finalement, il s'est adossé à son fauteuil et s'est massé les tempes. « Je dois être clair, » a-t-il dit. « Si vous faites ça, vous risquez de tout perdre. Vous risquez d'avoir l'air stupide. Vous risquez de ne jamais réparer cette relation. » J'ai fait une pause. Cette partie n'est pas de mon ressort. C'est là qu'il a arrêté d'argumenter. À partir de ce jour, nos conversations ont changé. Il n'était pas d'accord avec moi, mais il a respecté ma décision. Il a préparé les documents avec soin, s'assurant que tout était fait correctement. Si j'allais me retirer, il voulait que ce soit fait proprement. Mes parents, de leur côté, gagnaient en assurance. Leur posture au tribunal a changé, leurs voix se sont raffermies. Ils avaient commencé à croire totalement en leur propre version des faits. J'ai regardé ça se produire sans les interrompre. Plus nous approchions de l'audience finale, plus les gens autour de moi essayèrent d'intervenir. Des amis, de la famille élargie, même une ancienne voisine qui avait de bonnes intentions mais ne comprenait pas. « Tu ne leur dois pas ça », m'a-t-elle dit.
Je sais, ai-je répondu. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je ne le faisais pas pour eux. Je le faisais pour pouvoir m'en aller en sachant que je n'étais pas devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. La nuit précédant l'audience finale, mon avocat a appelé. C'est votre dernière chance de changer de cap, a-t-il dit. Une fois ces papiers signés, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait. Puis, je lui ai dit que je le verrais au tribunal. Quand j'ai raccroché, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Partie 3. Il faut se battre. 1032 mots. Et on continue. Au moment où la partie 4 est arrivée, ma décision ne semblait plus dramatique. Elle semblait ancrée, comme une pierre placée soigneusement au milieu de ma poitrine. Lourde, oui, mais stable. Mon avocat essayait encore, par de petites touches, de me retenir. Plus avec des arguments, mais avec des questions. Êtes-vous sûr d'avoir bien réfléchi à votre retraite? A-t-il demandé un après-midi. Cette propriété faisait partie de vos plans. J'ai d'autres plans, ai-je dit. Il a hoché la tête, peu convaincu. Nous sommes restés assis face à face en silence pendant un moment. À l'extérieur de sa fenêtre, la circulation s'écoulait le long de la rue principale, ordinaire et indifférente. Des gens qui allaient déjeuner, faire des courses, vivre des vies épargnées par le genre de fracture familiale qui ne se voit pas à la surface. Il faut que vous compreniez quelque chose, a-t-il fini par dire. Quand vous leur donnerez tout, ils ne vous remercieront pas. Je ne le fais pas pour des remerciements. Il m'a observé attentivement. Alors pourquoi? J'ai pris une inspiration. Parce que je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de qui je suis. C'est ce que je me suis approché le plus de dire à voix haute. À partir de là, le travail juridique est devenu mécanique. Les brouillons, les révisions, les transferts préparés avec précision. Mon avocat s'est assuré que chaque document reflétait mon intention de manière claire et irrévocable. Si je me retirais, il n'y aurait aucune ambiguïté. La nouvelle s'est répandue, comme c'est toujours le cas dans les petites villes. J'ai entendu par des connaissances que mes parents disaient aux gens que j'avais enfin retrouvé la raison, que j'avais réalisé mon erreur, que la maison retournait là où elle appartenait. Je les ai laissés parler. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle ils ont commencé à faire des plans. Les conversations sont passées du procès à ce qu'ils feraient une fois qu'ils auraient récupéré leurs affaires. Ma mère a parlé de rénovation. Mon père a parlé de louer une partie de la terre. Ils parlaient comme si les années d'entretien silencieux s'étaient faites toutes seules, comme si la responsabilité apparaissait automatiquement avec la propriété. Je les écoutais sans les corriger. Dans mes moments de solitude, le doute s'insinuait. Généralement tard le soir, je me tenais à ma fenêtre et j'imaginais la balancelle que mon père avait construite, la façon dont elle grinçait doucement en été. Je me demandais si je trahissais la mémoire de mon grand-père en lâchant une terre qu'il avait protégée si soigneusement. Puis je me suis rappelé quelque chose qu'il avait l'habitude de dire. On ne peut pas sauver les gens des leçons qu'ils s'obstinent à vouloir apprendre. L'audience finale s'est approchée avec un étrange manque de tension. Pas d'accord de dernière minute, pas d'appels émotionnels. Mes parents étaient sûrs d'eux. Leur avocat était confiant. Mon avocat était résigné. Le matin de l'audience, je suis arrivée en avance. Le palais de justice sentait légèrement le bois ciré et le vieux papier. Je me suis assise seule sur un banc, les mains croisées sur mes genoux, écoutant l'écho des pas dans le couloir. Quand mes parents sont arrivés, ma mère a évité mon regard. Mon père a fait un signe de tête sec, une seule fois, comme pour saluer une transaction commerciale. Cela m'a frappé à ce moment-là de voir à quel point notre relation avait complètement basculé. Nous n'étions plus une famille dans cet espace. Nous étions des parties adverses. Le juge a examiné les documents attentivement, a posé des questions, s'est assuré que tout était compris. Il m'a regardé longuement avant de parler. « Vous êtes consciente, a-t-il dit, que ce transfert est définitif. » « Oui, ai-je répondu. Mon avocat a bougé sur son siège. J'ai senti le poids de son inquiétude à côté de moi. Quand les papiers ont été placés devant moi, le temps a semblé ralentir. Le stylo reposait entre mes doigts.
J'ai pensé à chaque hiver où je m'étais inquiétée des canalisations gelées, chaque été où j'avais organisé des réparations, chaque sacrifice silencieux qui n'a jamais figuré dans le dossier du tribunal. Puis j'ai signé, une page, puis une autre. De l'autre côté de l'allée, les expressions de mes parents se sont adoucies pour devenir quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Ma mère a cherché la main de mon père. Il l'a serrée. Ils ont souri, pas largement, pas cruellement, mais avec la satisfaction de personnes qui croyaient avoir récupéré ce qui leur revenait de droit. Le juge a validé l'ordonnance. Le marteau est tombé avec un son sourd et définitif. Pendant un bref instant, la pièce est restée silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le changement. Ça a commencé par un petit rien, une pause. L'avocat de mes parents feuilletait à nouveau les documents, plus lentement maintenant. Sa posture confiante s'était raidie. Il s'est penché plus près des papiers, lisant plus attentivement qu'il ne l'avait fait auparavant. Le juge l'a remarqué aussi. « Y a-t-il un problème, maître » a-t-il demandé. L'avocat a hésité juste une seconde de trop. « Je... non, votre honneur » a-t-il dit. Je ne fais que relire. Mais son visage avait changé. Les couleurs s'en vidaient. Ses sourcils se fronçaient. Mon avocat l'a regardé, curieux, puis m'a regardé. Je n'ai pas réagi. Je suis simplement restée assise là, les mains croisées, à attendre, car je savais ce qu'il était en train de trouver. Les pièces jointes, les obligations enregistrées, les clauses liées à la propriété qui ne disparaissaient pas simplement parce que l'acte changeait de main. Des accords qui nécessitaient de l'entretien, des paiements, une mise en conformité. Le genre de détails qui ne font jamais la une des journaux, mais qui façonnent des vies. L'audience s'est terminée sans autre commentaire. Le juge nous a congédiés. Les gens ont commencé à se lever. Mes parents souriaient encore. Leur avocat, non. Alors que nous rassemblions nos affaires, mon avocat s'est penché vers moi. « Qu'avez-vous fait » a-t-il chuchoté. « Rien » ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de le porter toute seule. Nous sommes sortis de la salle d'audience sans échanger un mot de plus. Dans le couloir, j'ai entendu l'avocat de mes parents parler d'un ton urgent, sa voix basse et contrôlée, mais tendue. Je ne me suis pas retournée. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis sentie légère. Pas victorieuse, pas suffisante, juste libre. La salle d'audience s'est vidée lentement après que le juge a levé la séance, comme c'est toujours le cas quand les gens ne sont pas sûrs si quelque chose d'important s'est vraiment terminé. Les papiers ont été rassemblés, les chaises ont grincé doucement sur le sol. Les conversations sont restées basses et prudentes, comme si des voix fortes pouvaient défaire ce qui venait d'être décidé. Mes parents se tenaient ensemble près de l'allée. Ma mère serrait fermement son sac à main contre elle. Mon père parlait à leur avocat avec des phrases courtes et saccadées. Quoi qu'ils disent, ce n'était pas pour faire la fête. Sa voix avait perdu l'assurance détendue que j'avais entendue plus tôt. Mon avocat et moi sommes restés assis un instant de plus. Il m'observait attentivement, comme s'il attendait une réaction qu'il n'avait pas encore vue. De la colère, du soulagement, du regret. Je ne lui en ai offert aucun. « Vous allez bien » a-t-il demandé doucement. « Oui » ai-je dit, et je le pensais vraiment. Il a hoché la tête, bien que je voyais qu'il ne comprenait pas tout à fait. Les avocats sont formés pour lire les résultats en termes de victoire et de défaite. Ce qui venait de se passer ne rentrait proprement dans aucune de ces catégories. Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers la sortie. Alors que nous passions devant mes parents, ma mère m'a enfin regardée. Il y avait de l'incertitude dans ses yeux maintenant, un léger pli entre ses sourcils. « C'est fini » a-t-elle dit, sans méchanceté, presque comme si elle essayait de s'en convaincre. « Oui » ai-je répondu. « C'est fini. » Dehors, l'air semblait différent, plus frais. Le ciel était couvert, ce genre de gris qui s'installe avant une pluie lente. Je suis restée sur les marches du palais de justice pendant un moment, à respirer tout ça. Mon avocat s'est raclé la gorge. « Vous savez, » a-t-il dit, « si vous changez d'avis,
Il y a des fenêtres limitées pour faire appel. Pas beaucoup, mais... Je ne le ferai pas, ai-je dit doucement. Il m'a étudié. Vous aviez prévu ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis préparée à la réalité, ai-je fini par dire. Il y a une différence. Il a expiré, longuement et lentement. Je fais ce métier depuis longtemps, a-t-il dit. J'ai vu des gens abandonnés par peur, par culpabilité, par épuisement. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un le faire de manière aussi délibérée. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit. J'ai rendu quelque chose. Il a hoché la tête pensivement. Et que se passe-t-il maintenant? Ça ne dépend que d'eux, ai-je dit. Le trajet du retour a semblé plus long que d'habitude. Je suis passée par des routes familières, des devantures de magasins familières, des endroits où mes parents et moi avions autrefois été ensemble, à nous disputer sur des couleurs de peinture ou à rire de tout et de rien. Je me suis demandé combien de temps il faudrait avant que ces souvenirs ne cessent de ressembler à des phrases inachevées. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il allait dire, mais parce que je savais que ça allait changer quelque chose, quoi qu'il arrive. J'ai répondu. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. De quoi? Ai-je demandé. Il y a eu une pause. De la maison. Je croyais que c'était réglé, ai-je dit. Moi aussi, a-t-il répondu. Sa voix était tendue, crispée d'une manière que je ne lui connaissais pas. Notre avocat dit qu'il y a des conditions. Des conditions, ai-je répété. Des obligations, a-t-il corrigé. Des choses qu'on ne nous a pas dites. J'ai fermé les yeux. On vous l'a dit, ai-je répondu calmement. C'était dans les documents. Les mêmes que vous avez signés il y a des années. C'était différent, a-t-il rétorqué. Puis, il s'est repris. Nous n'avons pas réfléchi. Je sais, ai-je dit. Le silence s'est étiré entre nous. Ma mère a pris le téléphone ensuite. Son ton était plus doux. Nous ne réalisions pas à quel point tu t'occupais de tout, a-t-elle dit. Les impôts, l'entretien, les accords. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pas par rancune, mais par précaution. C'était un moment qu'il ne fallait pas brusquer. Je n'ai jamais rien caché de tout ça, ai-je fini par dire. Je ne l'ai juste pas crié sur les toits. Eh bien, a-t-elle dit, ça fait beaucoup. Oui, ai-je convenu. Après avoir raccroché, je me suis assise seule à ma table de cuisine, au même endroit où j'avais ouvert cette première lettre des mois auparavant. La pièce semblait plus silencieuse maintenant, mais pas plus vide. Il y a une différence entre le silence et l'absence. Au cours des jours suivants, les choses se sont déroulées rapidement. L'avocat de mes parents a appelé le mien. Il y a eu des questions, des clarifications, une demande de copie d'anciens dossiers. Le ton était nettement différent. Pas d'accusation, pas d'assurance, juste de l'inquiétude. Mon avocat m'a appelé après la première de ces conversations. « Vous ne les avez pas induits en erreur ?» a-t-il dit. « Je sais. Ils sont complètement dépassés. »« Je sais. » Il a hésité. « Ils pourraient ne vous demander de l'aide. » Je m'y attendais. « Qu'allez-vous faire ?» J'ai regardé par la fenêtre vers la cour dont je savais maintenant qu'elle ne m'appartiendrait plus jamais. « Je répondrai aux questions, » ai-je dit. « Je ne reprendrai pas la maison. » C'était la limite que j'avais fixée. Pas une punition, pas un sauvetage, juste de la clarté. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé mes parents à la maison. Pour la première fois depuis le début du procès, nous étions ensemble sans avocat présent. La maison avait la même allure, patinée par les intempéries, solide, renfermant plus d'histoires qu'aucun de nous ne pourrait jamais en résumer. Mon père marchait lentement dans les pièces, touchant les murs, ouvrant les placards. Ma mère était assise à la table de la cuisine, fixant les factures étalées devant elle. « Je ne savais pas que ça s'accumulait comme ça, » a-t-elle dit doucement. « Ça a toujours été le cas, » ai-je répondu. Elle a levé les yeux vers moi. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Je l'ai fait, »
ai-je dit. Juste pas très fort. Elle a hoché la tête, assimilant l'information. Nous avons parlé pendant des heures. Pas de reproches, mais de logistique, des prochaines étapes, de ce que signifiait réellement posséder quelque chose. Quand je suis partie ce jour-là, mon père se tenait sur le porche. Tu n'étais pas obligé de faire ça, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu, mais j'ai choisi de le faire. Il n'a pas répondu, mais il n'a pas détourné le regard non plus. C'était suffisant pour le moment. La vérité n'est pas arrivée avec un cri. Elle est arrivée doucement, comme le font généralement les vraies conséquences, à travers des appels téléphoniques, des lettres et de longs silences, là où résidait auparavant la certitude. Après cette première réunion à la maison, l'avocat de mes parents a demandé une autre conversation. Cette fois, il a demandé à me parler directement. Mon avocat était présent, bien sûr, mais il a très peu parlé. Il n'en avait pas besoin. L'avocat de la partie adverse était assis en face de nous dans une petite salle de conférence. Il avait l'air fatigué, pas vaincu, juste plus vieux qu'il ne l'était une semaine plus tôt. Je veux être clair, a-t-il commencé en croisant les mains. Personne n'a fait de fausses déclarations ici. Les documents étaient valides, correctement exécutés. Mes clients n'ont simplement pas saisi toute l'étendue de la situation. Ce n'est pas inhabituel, a dit mon avocat prudemment. L'avocat de la partie adverse a hoché la tête. Ce qui est inhabituel, c'est l'ampleur des obligations. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies d'accords que je connaissais bien. Des servitudes de conservation, des exigences d'entretien à long terme, des structures fiscales que mon grand-père avait mises en place pour garder la terre intacte et protégée. Rien de tout cela n'était caché. C'était juste ignoré. Celles-ci ne se dissolvent pas avec le titre de propriété, a dit l'avocat. Elles suivent le bien. Oui, ai-je dit. Elles l'ont toujours fait. Il m'a regardé, puis m'a vraiment observé. Vous avez géré tout ça pendant des années et vous n'en avez jamais parlé pendant le litige. On ne me l'a jamais demandé, ai-je répondu, et je ne l'ai jamais nié. Il s'est adossé à son siège, passant une main dans ses cheveux. Mes clients sont dépassés. Je n'y prenais aucun plaisir. Je ne me sentais pas vengée. Ce que je ressentais ressemblait plus à de l'inévitabilité. C'était ce qui arrivait quand les gens se battaient pour le contrôle sans comprendre la responsabilité. Quelques jours plus tard, les appels de mes parents sont devenus plus fréquents, moins accusateurs, plus hésitants. Ma mère posait des questions qu'elle n'avait jamais posées auparavant. À combien s'élevaient réellement les impôts annuels? Qu'exigeait la servitude? Qui contrôlait la conformité? Je répondais honnêtement, sans jugement, sans voler à leur secours. Mon père avait plus de mal. Il détestait admettre qu'il était dépassé par les événements. Il détestait que la maison qu'il pensait avoir récupérée lui paraisse maintenant plus lourde qu'avant. Lors d'un appel, sa frustration a débordé. « Tu nous as tendu un piège », a-t-il dit. J'ai laissé le silence s'installer. « Non », ai-je finalement dit. « Je l'ai porté pour vous. Vous avez demandé à le récupérer. Maintenant, vous l'avez. » C'est à ce moment-là que sa colère s'est effondrée pour laisser place à quelque chose de plus calme, de la peur, peut-être, ou une prise de conscience. Le visage de l'avocat devenant pâle dans la salle d'audience a rejoué dans mon esprit plus d'une fois. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait été déjoué. C'était le regard de quelqu'un qui voyait enfin la situation dans son ensemble, mais trop tard. Cette expression avait voyagé rapidement, de lui à mes parents, puis vers l'extérieur dans leur monde. Les voisins ont commencé à poser des questions, pas méchamment, mais avec curiosité. « Ce n'était pas vous qui vous occupiez de tout ça avant ?» a demandé quelqu'un à ma mère au supermarché. Elle a hoché la tête, embarrassée. La réalité a le don de se propager. Un mois a passé, puis un autre. Mes parents ont lutté, mais ils ne se sont pas effondrés. Ils ont été forcés d'apprendre, de demander l'aide de professionnels, de faire leur budget différemment, d'affronter la vérité que la propriété signifiait des efforts, pas un droit acquis. Un après-midi, ma mère a appelé et a demandé si je pouvais passer. « Juste pour parler », a-t-elle dit.
Nous nous sommes assises à la même table de cuisine où elle avait signé l'acte de propriété des années auparavant. Ses papiers étaient de nouveau étalés, mais cette fois, c'était elle qui tenait le stylo. Je n'avais pas compris tout ce que tu faisais, a-t-elle dit doucement. Je pensais. Je pensais que tu voulais juste avoir le contrôle. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Je voulais de la stabilité, ai-je dit, pour nous tous. Elle a hoché la tête, des larmes s'accumulant dans ses yeux sans couler. Je le vois maintenant. Mon père nous a rejoints plus tard. Il ne s'est pas excusé, pas directement. Au lieu de cela, il a dit autre chose. Je ne voulais pas me sentir vieux, a-t-il admis. Je ne voulais pas avoir besoin d'aide. J'ai compris que vieillir a le don de transformer la fierté en armure. Une lourde armure. Je n'ai jamais voulu vous prendre quoi que ce soit, ai-je dit. Je ne voulais juste pas regarder tout s'effondrer. Il a fixé le sol pendant un long moment. Puis, il a levé les yeux vers moi. Tu as gagné, a-t-il dit. J'ai secoué la tête. Non, ai-je répondu. J'ai arrêté de faire semblant. Cela a semblé résonner différemment. L'avocat qui avait parlé avec tant d'assurance auparavant parlait maintenant avec prudence. Il conseillait mes parents avec précaution. Il respectait les documents qu'il avait autrefois parcourus en diagonale. Il ne m'a plus jamais accusé. Quant à mon propre avocat, il a appelé un soir et a ri doucement. Vous savez, a-t-il dit, je pensais avoir vu toutes les stratégies possibles. Ce n'était pas une stratégie, ai-je dit. Non, a-t-il convenu. C'était de la retenue. Ce mot est resté gravé en moi. La retenue n'est pas une faiblesse. C'est une force utilisée délibérément. L'histoire ne s'est pas terminée par une humiliation. Elle s'est terminée par de la compréhension. Lente, imparfaite, mais réelle. Mes parents ne sont pas soudainement devenus reconnaissants. Je ne me suis pas soudainement sentie entière. Mais quelque chose a changé. Ils ont arrêté d'essayer de m'effacer, et j'ai arrêté de porter ce qui ne m'appartenait plus de porter. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes que tout ce qui avait précédé. Pas de date de tribunal, pas de requête, pas de jargon juridique tranchant la vie ordinaire. Juste du temps, lent, régulier et honnête. Cela m'a surprise plus que le procès lui-même. Mes parents ne sont pas devenus des personnes différentes du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'excuses dramatiques, pas d'effondrement émotionnel sur le pas de ma porte. Ce qui s'est passé à la place était plus petit, et à bien des égards, plus difficile. Ils se sont adaptés, ils ont appris, et petit à petit, ils ont commencé à me voir à nouveau. Pas comme une adversaire, pas comme un problème à résoudre, mais comme leur fille. Nous avons commencé par des appels téléphoniques sur des choses pratiques. Ma mère m'a demandé à quelle fréquence le comté réévaluait le terrain. Mon père voulait comprendre le calendrier des inspections liées à l'accord de conservation. Je répondais à ce que je pouvais. Quand je ne savais pas, je leur disais où chercher. Je n'ai pas repris le contrôle. C'était important. Une fois, mon père a dit de manière presque désinvolte, « Tu as fait en sorte que ça paraisse facile. » Je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai dit, « Ce n'était pas facile. Je ne me plaignais juste pas. » L'idée a fait son chemin. La maison est restée la leur. Je n'ai jamais essayé de la réclamer. Cela comptait plus pour eux qu'ils ne voulaient l'admettre. Cela montrait que je ne jouais pas sur le long terme, que je n'attendais pas qu'ils échouent. J'étais sérieuse quand je l'ai dit au tribunal. J'avais lâché prise. Ce dont je n'ai pas lâché prise, c'est de mon sentiment d'identité. Au fil du temps, quelque chose d'autre s'est adouci, aussi. Mon propre ressentiment. Je n'avais pas réalisé à quel point je le portais encore jusqu'à ce qu'il commence à desserrer son emprise. Non pas parce qu'ils avaient là mérité le pardon, mais parce que je n'en avais plus besoin pour me protéger. Nous avons commencé à nous rencontrer occasionnellement pour le déjeuner. Des endroits neutres au début, un petit restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Puis finalement, la vieille table de cuisine à nouveau, la même qui avait vu des signatures, du silence et de la peur. Un après-midi, ma mère a poussé un dossier vers moi. « J'ai tout gardé cette fois », a-t-elle dit,
de manière organisée. J'ai souri. Je vois ça. Elle a hésité. Je ne savais pas que c'était autant de travail. Je sais, ai-je dit doucement. C'est ce qui s'est rapproché le plus d'une excuse, et c'était suffisant. Mon père a changé plus lentement. La fierté ne s'estompe pas du jour au lendemain, surtout pour les hommes qui ont été élevés dans l'idée que l'indépendance était tout. Mais il a commencé à poser des questions sans être sur la défensive. Il écoutait. Cela, plus que les mots, m'a dit que les choses avaient changé. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, il a dit « Ton grand-père aurait respecté ce que tu as fait. » J'ai dégluti. Cela signifiait plus qu'il ne le savait. En y repensant, je comprends maintenant pourquoi mon avocat avait du mal avec mes choix. La loi est construite sur la clarté, des gagnants et des perdants, le bien et le mal. La famille est plus compliquée. Elle vit dans les espaces gris entre l'intention et l'impact. Ce que j'ai appris à travers tout ça est quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations à des relations plus saines. Quand vous arrêtez de sauver les gens des conséquences de leurs choix, vous leur donnez une chance de grandir et vous vous donnez la permission de vous reposer. Pour ceux qui écoutent et qui portent plus que leur part, financièrement, émotionnellement, silencieusement, voici ce que je veux que vous entendiez. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez en silence. L'amour n'exige pas l'effacement de soi, et faire ce qui est juste ne ressemble pas toujours à gagner au tribunal. Parfois, cela ressemble à faire un pas de côté et laisser la vérité s'imposer d'elle-même. Mes parents et moi ne sommes pas parfaits aujourd'hui. Nous ne le serons probablement jamais. Mais nous parlons honnêtement. Nous nous voyons clairement. Et nous avons trouvé une voie à suivre qui n'exige de personne de disparaître. C'est cela, pour moi, la réconciliation. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons sans le laisser vous définir. Si cette histoire a résonné en vous, je vous invite à faire une pause un instant. Pensez au rôle que vous avez porté dans votre propre famille. Demandez-vous lesquels sont vraiment les vôtres et lesquels vous avez endossés par habitude ou par peur. Si vous croyez que de telles histoires sont importantes, envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez écouter d'autres réflexions ancrées dans la vie réelle, la famille et la force tranquille, vous êtes les bienvenus pour vous abonner et rester un moment. Merci de votre écoute. Hi Lakota, hi Elray, hi Zitro, hi Greg, hi Snuggle, Akon, Voltaire, Delicious. No, Akon. It's okay, Akon. You have the sub badge to prove that you've been here longer. So, um, hi Steam. Steam, how was your birthday? How was the rest of your birthday? Hi Gotch. Almost 3 years. Yeah, I've known Gotch for a while now. How's it going, everyone? Happy Thursday? Yes, it's Thursday. I was about to say Monday, but it's Thursday. Thank God it's not Monday. Busy weekend, so Monday was a whole chill. Hell yeah. Well, I'm glad you had a very chill birthday. Don't you remember near the follow button to unfollow? Does Twitch do that sometimes? Like, will they randomly just... Akon, it's okay. You can just say you wanted to unfollow me. It's fine. You know, I won't take offense to that. Yeah, maybe you were on your phone and accidentally tapped it or something. Yeah. Yeah. I knew it. All right. Do I have any updates? No, not really. It's just another day, another week. Hi, Big J.
Hello. Yeah, exactly. No, I agree, Steam. I agree. I think it does though. Like if you try to unfollow someone, doesn't it ask you, oh, or doesn't it like give like a little prompt first, being like, you're about to unfollow this person. Let me try it. Hold up. Who can I accidentally unfollow? I swear it does it, unless it only does that on mobile. I don't know. I can't. I actually don't want to risk it. Actually, I'll do it with NASA. Yeah, it does prompt you. It says you will no longer receive notification or see them in your follow channels list. No, it asks you if you, unless it's on mobile, then it would just automatically unfollow. Blam! Hi, Hi. Blam! Hi. Thank you so much for the resub. Congrats on 8 months. How are you? If it's on PC, it will show a prompt notifying you that you are about to unfollow them. But I don't know how it is on. Hold on, let me test it out on mobile. Why do I keep getting these spam messages? What the fuck? Fantasy. Yeah, it shows a second prompt. So, Akon, I think you just really wanted to unfollow me, but you know, it's fine. I see how it is. No, I'm kidding. Just waking up. Good morning. Your dentist appointment, how did that go? Spam text, I just got 2. I literally just got 2 in the spam of like 5 minutes. Like, what the heck? This is why I sometimes just want to cancel my phone plan. Because not that anyone ever calls me anyways. Or texts me. I mean, I get texts from my family members, but that's it. Like, I mainly use my phone now just to check emails on the go and listen to music on the go. That's why I don't want to upgrade my phone. Like, I want to keep this phone for as long as possible because I just feel like I don't really need a phone anymore. You know, like, even though the back of my phone is pretty cracked. You guys can't see it, but there's like these glass shards. Hi, One Wing. Big J, thank you so much for the 3 stream streak. Traffic violation in LA. Yeah. Cook spam right now? Oh my gosh, Big J. Have you ever had spam with like eggs and rice? It's so good. Breakfast burrito sounds delicious. You should. Should probably call. Wait, you still have to go to work? Or when my mom upgrades the phone. Yeah. So I think my battery life though is like degrading. Let me check. I think it's at like 70 something now. Uh, view battery usage. No, that's not it.
How do you check the oh here it is. Battery health. Maximum capacity is at 74%. When the mobile version of Pokemon Champions come out. 74 is rough. Well, I've had my phone since 2020. Like it's a COVID phone. So I've had it for 6 years now. But I want to like keep it for as long as possible cuz I kind of don't want to buy a new phone. They're expensive now. Phones are so expensive. Um Yes, it's so good. Yeah, spam and eggs and rice. And you sprinkle like a little bit of like seaweed, like crushed seaweed or like sesame seeds. Oh my god, bomb. So good. I need more things to do with channel points. Thank you for the highlighted message. Thank you. Ain't terrible to be on? Yeah, that's true. I don't really use my phone that much, honestly. Like, I'm not on it a lot. As much as other people, I find. My PC, on the other hand, I am glued to my PC. My ass is glued to this chair and staring at this monitor when I'm at home. That or I'm just napping in bed. Have your phone since before COVID? Oh, wow. Well, it makes it more affordable. Carriers prorating the phones for 3 years instead of 2 is meh. Hot sauce? Yeah, hot sauce would be good too. Hi, Nasasu. I don't know if I said hi yet. Hello. All right, let's head into connections.